Devant une œuvre artistique, ou devant une partition musicale, ou devant une voix, ou même devant une expression littéraire artistique. Mais je ne suis pas un professionnel de l'art, et encore moins cultivé ou connaisseur de l'histoire de l'art. Donc c'est avec beaucoup d'humilité et beaucoup de modestie que je modère cette conférence, et en présence de personnes que j'ai apprécié très sincèrement sur le plan du parcours et sur le plan aussi de la relation à l'art. Le thème me tient à cœur. Quelles initiatives pour le rayonnement de l'art féminin au Maroc, et certainement même dans plusieurs autres pays. Mais concentrons-nous au niveau du Maroc. Le sujet est très complexe. Vous avez vu un petit peu les différentes publications que mes chères instigatrices et créatrices de cet événement, Nadia Benona et tout son staff et ses collègues, ils ont écrit dans les différentes publications. Quand on rentre sur Google et on fait femmes artistes Maroc, on a pratiquement très peu de femmes connues ou célèbres. Bien sûr, Chahiliya Talal qui reste une icône. On ne sait même pas comment est-ce qu'elle a pu faire pour devenir aussi célèbre et devenir aussi forte et imposante. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on commence à découvrir de jeunes femmes avec de grands talents, mais pas encore à la hauteur de ce que nous cherchons. Aujourd'hui, pour traiter ce thème sur différents aspects, je suis entouré de personnalités d'un immense talent et d'un immense niveau. Je commence par présenter Mounia Amour. Mounia Amour, avant de faire sa connaissance et la saluer, je suis parti chercher son parcours. C'est d'abord une skyiste, grande financière, beaucoup d'expérience, et il a réussi énormément de postes de responsabilité dans le domaine bancaire et financier. Puis à la fin, elle a dit elle-même, je dois choisir quelle vie je vais faire, et elle a choisi la vie de l'art. Aujourd'hui, elle est patronne d'une grande galerie d'art, et elle est artiste elle-même. Ses collègues et ses amis m'ont expliqué pourquoi elle n'a jamais quitté l'art. C'est juste que maintenant, elle a fait un choix d'épouser pleinement l'art pour sa vie. Et on aura l'occasion de la rencontre, d'échanger avec elle, principalement sur l'état des lieux par rapport à ce sujet et des propositions sur comment l'adresser. Après Mounia, j'ai fait un immense plaisir de faire la connaissance de Si Ilyes Alami Afilal, un homme d'une très grande expérience, un homme qui a toujours côtoyé de par son métier les artistes, c'est ce que j'ai compris. C'est un homme qui a toujours travaillé dans le domaine de la communication. Travailler dans le domaine de la communication, c'est aussi être à côté de l'art, à côté des créateurs. Et aujourd'hui, il est fondateur et patron d'une association qui a une vocation assez particulière qui s'appelle Basma. Basma comme Beaux-Arts, Solidarité Maroc. Et cette association est là pour produire, créer des initiatives pour le développement, la promotion et l'accompagnement des jeunes artistes. D'ailleurs, sur mon écrit, il n'y avait pas jeune, et il a insisté pour que je souligne le mot jeune.
Et puis, en troisième lieu, une personne que j'ai toujours croisée, que j'ai toujours rencontrée, mais j'ai jamais osé venir lui dire bonjour avec la main. On joue tous les deux et on se croise au golf. Et aujourd'hui, j'ai fait la connaissance d'une brillante personne. C'est un Sciences Po Paris et HEC Paris. Et il m'a offert ce livre que je vous recommande et que je lirai avec passion. Alors, si Nabil Bayhia est un professionnel du monde du conseil, du consulting, de l'organisation, et aussi patron, partenaire dans une grande structure, mais aujourd'hui il est là avec nous pour nous adresser sur deux sujets. L'apport des femmes artistes et la relation avec l'identité culturelle au Maroc, mais aussi quelque chose qui a totalement un lien, j'imagine, avec ce livre, peut-être indirectement, c'est quelles sont les politiques, quel est le rôle de l'État pour pouvoir promouvoir les sujets qui sont liés à la femme. Je reviens aussi à mon cher Ilyes, parce que je n'ai pas cité les sujets et les thèmes et les espaces sur lesquels tu interviendras, et de ce que j'ai compris, tu vas nous éclairer sur des problèmes rencontrés par les femmes pour pouvoir rentrer dans ce monde de l'art et pour pouvoir se faire connaître. Sans tarder, je donne la parole à Madame Monia pour qu'elle puisse nous présenter et partager avec nous. Aider à communiquer un petit peu ce qu'on a en background concernant les femmes et concernant les artistes de manière un peu plus générale. Je voudrais tout d'abord remercier Prestigia de bien nous accueillir. Je voudrais remercier la BMCI en votre présence d'être là pour nous parrainer et nous aider à faire parvenir ces idées-là. Et merci à Nadia et à Maria Nona de nous avoir conviés pour partager cette expérience avec vous. Je vais démarrer par vous présenter un état des lieux sur la présence de la femme dans l'art. On commence par la mythologie grecque. Déjà à l'époque, Zeus, le fameux grand dieu des Grecs, avait 9 filles. Et elles étaient toutes considérées comme étant là uniquement pour servir de modèle aux artistes quand ils avaient besoin d'elles. Donc ça fait déjà un rôle subalterne, femme tu existes pour être un modèle sur l'étoile. Maintenant, au niveau européen comme au niveau marocain, nous avons, c'est-à-dire qu'on considère l'art masculin et l'art féminin de manière différente. L'homme, son art est considéré comme étant universel, alors que la femme, on a toujours tendance à dire elle a peint ceci ou elle a chanté cela pour des raisons obscures, des raisons qui sont impures, etc. Genre par exemple, si un homme dessine une fleur, eh ben, la fleur sera observée pour sa forme, pour sa couleur, mais par contre, la femme, on dira, elle a dessiné une fleur pour attirer vers l'érotisme. Donc c'est déjà une autre interprétation qui pose problème. On est toujours un petit peu dans ces mentalités-là, que ce soit en Europe ou au Maroc. Et c'est dans ce cadre-là que je vais un petit peu parler et un petit peu m'étendre sur le sujet. Aujourd'hui, les femmes artistes, quand on les observe, ont autant des pulsions artistiques que les hommes. C'est des choses intrinsèques à elles. Je ne sais pas, je m'adresse à vous comme pour échanger aussi. Il y a des études scientifiques qui ont prouvé que l'œil de la femme, contrairement à l'œil de l'homme, percevait beaucoup plus de couleurs. Alors que l'œil de l'homme perçoit plus de mouvements, l'œil de la femme perçoit plus de couleurs. Donc on ne peut pas d'office lui dire « tu es hors art ». À la base, elle est faite pour des choses alliées aux couleurs, parce que les couleurs c'est l'art, les couleurs c'est la vie. Et tout ceci, donc la femme l'a de son côté. Aujourd'hui, donc, beaucoup au niveau aussi bien européen que marocain, c'est riche contre cette idée. Beaucoup, je parle des femmes et aussi des hommes, parce qu'on se rend compte que l'art, c'est une manière de s'exprimer, une manière de sortir de ce
de ce qu'on vit au jour le jour. Ça peut être des situations très très difficiles. Donc l'art devient un moyen de vivre, ça devient un moyen de sortir de son profond soi, quelque chose qui vous retient à la vie. Il y a d'autres femmes qui cherchent à exprimer non pas leur rancœur vis-à-vis de la société, mais elles cherchent juste à se réapproprier leur corps, à se réapproprier des choses qu'on leur a enlevées. Et donc chaque femme à sa façon cherche à travers son art à faire parvenir un message de la même manière que les hommes font parvenir les leurs. On peut citer parmi les femmes artistes, enfin pas uniquement les femmes artistes, c'est-à-dire toutes les entités qui ont jusqu'à aujourd'hui permis à l'art d'avancer au Maroc, pour les femmes. On a tout d'abord des artistes, donc on peut citer des artistes de l'art plastique de type Fatima Ziane, qui a été la première femme marocaine en formation art de l'image. On a Shailia Talal et Fatima Hassan qui ont réussi à imposer leurs arts dans les années 60, bien qu'elles aient trouvé une grande opposition de la part des critiques. Finalement, l'art naïf a bien fait sa place et aujourd'hui on en parle comme des autres arts. On a une artiste du nom de Ahlam Lemsfel qui essaye à travers un symposium qu'elle fait annuellement à Asela d'attirer les artistes internationaux pour participer. Donc son but, c'est de montrer que l'échange, que le partage, ça permet, ce sont des choses que l'art permet de faire, partage des peuples, partage de tout ce qu'on peut apporter au niveau des différentes civilisations. On a aussi une artiste, Touria Glaoui, qui est en fait la fille de Hassan Glaoui, le fameux peintre, et qui, elle, essaye de défendre l'art contemporain au niveau marocain. Pour Ikram Pej, elle essaie d'intégrer des sculptures au niveau public. Je ne sais pas si vous avez remarqué à Casa une sculpture sous forme de feuille. Sur l'autoroute. Oui, exactement, sur l'autoroute. Eh bien, c'est Ikram Pej. Et puis, je vais vous citer aussi... Pardon? Il y a quelqu'un qui a parlé? Non. Il y a une artiste du nom de Zeynep Fassiki qui fait parler d'elle sur les réseaux sociaux parce qu'elle a créé un mouvement qui s'appelle Telamitou et c'est un réseau à travers lequel elle cherche à coacher des jeunes pour essayer d'introduire le maximum de femmes dans le monde de l'art. Et c'est une très grande férue du dessin et elle essaye en fait à travers le dessin de faire parvenir le fait que l'homme ne peut pas faire des lois pour mettre le corps de la femme en prison. Et donc ces dessins, c'est souvent des nus, souvent de dessins animés, mais c'est souvent des nus, c'est souvent, donc ça choque beaucoup de gens, mais elle continue à aller de l'avant. Ça c'était juste un petit aperçu sur le milieu, on va dire, art pictural. Sur le côté musique, on a Kajak Daouya, qui ne la connaît pas, qui est Nico de la chanson marocaine. On a Emoud Bedaouia, qui était une judéo-marocaine dont l'une des idoles était Kajak Daouya et qui a développé le Haoun, le Haouzi, les chansons de variété. On a aussi Zahra Fassia qui fait partie des plus anciennes marocaines qui ont fait enregistrer leurs chansons dans les années 20. Et à l'époque, ça faisait tellement choquer les gens qu'une femme se produise et chante qu'ils l'ont appelée la Chira et ça a été la première Chira du Maroc. La première Chira au sens tel qu'on l'entend aujourd'hui. Au niveau de tout ce qui est écriture, en parlant des écrivains, on peut citer Fatima Mannissi, sociologue, on peut citer Soumaya Lermixos, on peut citer Asma Mrab qui milite en faveur des droits de la femme par des conférences extraordinaires, des droits de la femme en islam. On peut citer aussi Nzahal Sous, qui est ancienne prof de biologie médicale au CHU de Casa, qui a participé en 2005-2007 à la réalisation de la Moudouana et qui donc continue à travers ses écrits à développer beaucoup d'idées pour essayer de faire parvenir la femme au niveau qu'elle mérite, au niveau artistique comme aux autres niveaux. Je peux citer aussi au niveau broderie une femme qui fait beaucoup pour la broderie pour essayer de la sauver au niveau national. Elle s'appelle Fadela El Gadi et c'est une dame qui est une grande styliste
Et en même temps, elle est tellement habitée par l'idée de sauver les enfants qui font un abandon scolaire qu'elle a créé une école à Salé, financée par ses propres soins, où elle enseigne la broderie, mais aussi toutes les matières, type maths, type français, etc., pour essayer de les sauver. Donc, c'est deux luttes en parallèle. Donc, en dehors des artistes, on a aussi des institutions qui réalisent des événements. On a le musée Mohamed VI, par exemple, en 2017, de novembre à mars 2017, qui a réalisé un événement qui s'appelait Femmes artistes marocaines de la modernité. Donc, il a regroupé des artistes de 1960 à 2016. C'était 120 œuvres mélangeant peinture, sculpture, photo, vidéo. Donc ça, c'était en faveur de la femme. Il y a eu aussi un colloque qui a été organisé par l'association internationale des critiques d'art avec la faculté Mohamed V de Rabat et qui était soutenu par l'UNESCO. C'était en septembre 2021. Et l'objectif de ce colloque, c'était de mettre en exergue l'apport des femmes dans le processus de dynamisation de la création au Maghreb. En dehors des institutions, on a les galeries, les musées qui, elles aussi, font énormément d'efforts pour essayer quand même de faire avancer, d'inviter le maximum de personnes dans la limite de leurs moyens et la limite des problématiques qu'elles rencontrent. Pour vous parler de mon expérience personnelle, donc j'ai créé et je gère la galerie Plénard. C'est une galerie qui est ouverte à tous les artistes, qu'ils soient masculins ou féminins. Et l'objectif, c'est de réaliser des événements aussi bien en peinture que tout art confondu. Je cherche à ce que ce soit un espace culturel. On fait des événements de type aussi concept store, donc tous les créateurs d'art avec leurs mains, etc. peuvent venir participer aux événements. On essaye de faire aussi des événements culturels de type musical. Par exemple, tous les mardis chez nous aujourd'hui, on a des chanteurs de musique andalouse qui viennent se former. Donc l'objectif, c'est d'en faire un lieu de plus en plus culturel et ouvert à tous, aux hommes et aux femmes, je le répète. Toutes les galeries aujourd'hui, on va s'en rendre compte parce que je vais lister dans un petit moment les problématiques que j'ai pu soulever à travers mon expérience. Donc elles ont rencontré des problématiques à gauche à droite qui relèvent soit d'elles, soit des artistes, soit de l'environnement. Donc je vais céder la parole à M. Belgachi. Voilà, justement je voulais effectivement prendre la parole parce que le tableau décrit par Mounia Amol est très beau. On a l'impression que ça se passe très bien, qu'on a beaucoup de talents, artistes en situation vraiment à l'aise, on a beaucoup de choses qui marchent, mais j'ai l'impression que le tableau n'est pas aussi beau c'est-à-dire qu'elle présente les bonnes volontés, les bonnes initiatives. Quels sont les problèmes, CIS? On souhaite comprendre quelles sont les difficultés, quelles sont les choses. Avant de revenir, on va en parler, je sais, mais j'ai envie que tu puisses essayer de nous, comme de par ton expérience, quelles sont les difficultés et quelle est, on va dire, l'autre face qui empêche, quels sont les types d'obstacles que les femmes peuvent rencontrer sur le chemin et la carrière d'artiste femme. Alors tu me prends un peu de cours parce que j'aurais pensé que, comme David va faire justement une présentation exhaustive micro. Tiens. Mais bon, en fait, moi je peux rebondir. Bien sûr, on reviendra si Nabil. Je peux aussi rebondir. Bon, d'abord, Bien sûr, on va commencer par dire merci à l'organisation, aux sponsors, aux personnes qui ont porté tout ça à vos bras, à l'initiative, bien entendu, au-delà de la date choisie. C'est une initiative qui prouve une volonté réelle de faire beaucoup de choses. Bon, moi je dirais que je suis venu surtout sous l'angle un petit peu de mon activité de ces 2 dernières années, à savoir l'association et le travail sur la jeunesse des arts plastiques et visuels au Maroc en particulier. Donc je dirais que par rapport à tous
les écueils, les problèmes, il y a ceux inhérents à toute femme dans toute activité, quelle qu'elle soit, artistique ou pas, quelle que soit la profession, quelles que soient les conditions sociales. Peut-être que pour les jeunes aujourd'hui, je dirais qu'il y a un petit paradoxe, c'est qu'on a peut-être le sentiment que en fait, tout est arrangé, mais que finalement, au fond, il n'y a pas tant de choses que ça qui ont vraiment évolué. Donc ça peut être déstabilisant, ça peut être même, je dirais, improductif dans le sens où peut-être qu'on aura tendance à moins prendre au sérieux les problèmes de cette jeunesse-là, notamment féminine. Les exemples de freins, écoutez, moi je dirais que, encore une fois, bon, bien entendu, il y a le frein, enfin, je dirais l'aggravation des conditions de la femme par l'économie ou l'aggravation des conditions sociales et économiques du fait d'être femme. Dans l'art, on les retrouve chez les jeunes artistes. Nous organisons des workshops, nous avons des jeunes de talent qui ne peuvent pas venir passer 4 jours ailleurs, tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas aller passer 4 jours loin de chez elles, à l'hôtel, avec l'accord des parents, avec ce que ça représente, avec les tabous même des fois que ça peut impliquer. On peut retrouver des soucis, je ne sais pas, par exemple, il y a des manifestations dans lesquelles ces jeunes-là sont invités à participer et qui sont tout à fait sympathiques et ouverts, mais dans lesquels, par exemple, on ne va pas tenir compte de l'aspect logistique de transport des œuvres. Donc vous allez avoir un garçon qui va monter 2 tonnes d'Inde dans un Honda, qui va accompagner ses œuvres et qui va même souffrir physiquement dans ce voyage. Vous imaginez bien que pour une jeune fille, prendre 3 tableaux de 20 kilos et les transporter jusqu'à Casablanca, c'est un frein, c'est un blocage. Voilà, c'est ce genre de choses, des petites choses peut-être, mais des choses essentielles et qui vont faire que sur un appel tout à fait ouvert, tout à fait sans discrimination, eh bien il va y avoir une discrimination par les moyens sociaux, par un contexte familial, par un certain nombre de choses qui vont faire qu'à la fin, eh bien peut-être que par rapport à des reçus, des candidats reçus qui étaient tout à fait en parité, on va avoir le jour de la manifestation de la résidence, sur les 3 ans, sur les 4 ans, il y en aura 3, c'était des filles. Mais merci beaucoup, parce que là vraiment c'est des difficultés très concrètes aussi qu'on ne retrouvera pas que dans l'art, comme tu l'as bien précisé, mais pratiquement dans tous les domaines où la femme, malgré toutes ses capacités à parfois même être au-dessus des capacités de ses frères et collègues hommes, mais elle se retrouve discriminée soit par des sujets de technicité, de disponibilité ou on va dire de jugement et d'appréciation rétrograde de la société et de certains comportements, on va dire, familiaux qui sont inadéquats. Avant de passer la main à Sylvie, j'aimerais bien que tu continues sur ton sujet et sur Basma, tu nous en parles un peu et tu nous dis un peu comment est-ce que la promotion de l'art féminin et des jeunes. Alors, je suis un peu embêté là, parce que dernièrement, j'étais en train de travailler sur un appel à candidature pour une organisation internationale. Et puis, je me suis retrouvé embêté parce que, en fait, ils voulaient quasiment qu'il y ait un vrai déséquilibre de genre. Et je n'avais pas ce déséquilibre de genre dans la population des workshops. C'est-à-dire que j'avais autant de filles que de garçons. Et j'étais vraiment embêté parce que, voilà, j'ai laissé tomber cette opportunité. Dans le sens femme. Oui, bien sûr, en fait, bon, vous savez, alors je reviendrai plus tard parce que c'est une des parties de mon intervention. Mais on a quand même un décalage entre les thèmes imposés, aussi bien sur le plan des tendances en termes de messages artistiques et des centres d'intérêt. On a un petit peu des thèmes qui viennent d'ailleurs, qui sont plus des thèmes à la mode en Occident, plutôt que, qui ne nous interpellent pas nécessairement toujours chez nous, sur lesquels il n'y a pas nécessairement toujours cette acuité ou cette dangerosité, ne serait-ce que par rapport à d'autres régions du monde qui nous ressemblent. Après tout, le Maroc, c'est pas l'Afghanistan,
Voilà, on ne peut pas non plus demander aux jeunes artistes marocaines de tout travailler sur les brimades de femmes en tchador, parce que finalement, on n'a pas non plus tant que ça, et puis surtout parce que aussi les difficultés que vivent les femmes au Maroc, on n'a pas besoin de les caricaturer pour leur donner de l'importance. Elles sont suffisamment importantes par elles. Absolument. Et donc c'est dangereux aussi de forcer le trait parce qu'on diminue de la valeur des choses et on diminue de l'importance des choses. Donc voilà. Au niveau de l'association, en fait, nous, notre but, c'est, là encore, j'aurais bien aimé que Nabil Bahia, justement, nous parle de ce dont il va parler, parce que il y a le monde officiel, il y a les institutions, les structures, l'État, le ministère, les délégations, et puis les écoles, que ce soit des beaux-arts, même l'enseignement artistique, au niveau scolaire et supérieur. Et il y a l'écosystème de l'art avec les galeries, surtout marchandes. D'accord. Au milieu, eh bien, bon, heureusement, il y a ce genre d'initiatives qui sont justement à applaudir. C'est là où, par rapport à des sociétés très développées économiquement et artistiquement en termes d'écosystème, c'est là où la laisse, c'est-à-dire que nous, on a aujourd'hui des jeunes qui passent 4 ans dans un cocon, dans une école d'art, à parler d'art toute la journée, à en rêver toute la nuit, à avoir des professeurs qui ne leur parlent que de ça, et puis qui sortent un jour et qui se retrouvent dehors dans une société où il n'y a plus d'art. Il y en a presque nulle part. Et ils sont tous là en train de rêver, taper dans l'œil du galeriste du moment, mais ils sont beaucoup. Ils sont énormément, et surtout, ils n'ont pas encore terminé leur chemin. Et donc, ce problème, cette période où ce jeune artiste doit se chercher, doit beaucoup travailler, au contraire, peut-être même doit vraiment commencer à travailler, à chercher, à construire, à penser, ce temps-là, il n'arrive pas à le meubler, il n'arrive pas à trouver suffisamment d'opportunités de travail et de recherche et bien entendu de programme. Donc voilà, c'est une petite zone d'ombre dans laquelle notre association essaie de travailler. Ouais, je ne vous cache pas, Sylviès, moi, aujourd'hui, j'ai eu la plus belle image, le plus beau tableau, c'est vraiment violent. Pendant 4 années, les profs parlent à des étudiants, qui certainement eux aussi, c'est des artistes. Ils parlent à des jeunes artistes pendant 4 ans, peut-être 8 heures par jour, et les faire rêver pendant 4 années. Et une fois qu'ils terminent, ils sortent et ils ne trouvent rien d'artiste. Et ils ne trouvent pas l'art qu'ils ont étudié et ils passent parfois même à autre chose. C'est quand même assez fort et donc il faut trouver comment y remédier. Je passe la parole parce que certainement si Nabil nous en parlera. J'ai été très intéressé aussi et je veux que tu essayes s'il te plaît de nous en parler. L'impact, c'est-à-dire que tu essaies de réagir à ce qu'a dit Sylviès parce qu'il attendait vraiment ta réaction, mais surtout je souhaite l'apport des femmes et de l'art féminin et son impact sur l'identité culturelle parce que tu as prévu aussi d'en parler. C'est Nabil à toi. Merci. Alors, en mon tour de remercier les organisateurs pour cet événement qui est un échange très utile à la communauté des arts et de la culture. Je suis désolé, j'ai une voix enrouée. Et je vais essayer d'être un peu plus clair dans mon propos. Alors, de quoi on parle? Quels sont les enjeux? Les enjeux, c'est pas le divertissement. Les enjeux, c'est pas faire de l'art pour égayer des murs. Les enjeux, c'est pas faire de la musique pour danser. On parle d'art au sens culture. Et c'est pas péjoratif ce que je viens de dire. Tout ça contribue à la culture. La musique, le théâtre, les arts plastiques, les arts vidéo participent à ce qu'on appelle la culture. Alors, la culture, c'est quoi? En fait, la culture, c'est la totalité de connaissances. C'est ce qu'on garde quand on a tout oublié. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un, on dit sa culture,
c'est quand il a tout oublié, ce qu'il a appris, il va avoir un comportement individuel et on va avoir un comportement collectif. C'est ça notre culture. Donc c'est un enjeu important. Un enjeu important parce que c'est comment se structure une société, comment elle se comporte, comment elle agit avec les enfants, avec la femme, avec les aînés. Et donc, c'est pas l'éducation au sens j'ai appris le droit, j'ai appris la finance. Non, c'est notre culture. Et cette culture-là, elle se construit, elle se sédimente pendant des années. Alors, plus on nourrit un enfant par de la mythologie, par de la poésie, par des arts plastiques, par toute forme d'expression artistique, plus on construit son logiciel d'intelligence, son logiciel de pensée. C'est comme ça qu'il se construit. C'est pas par des mathématiques, c'est pas par... Ça, c'est, on va dire, une partie, ce qu'on peut appeler l'intelligible. L'autre partie, qui est le sensible, et nous avons besoin des deux pour fonctionner, elle ne se construit que par ses pieds. Donc, si on ne nourrit pas un enfant par ses pratiques culturelles ou artistiques, on fabrique quelqu'un qui ne pense pas dans le bon sens. Et j'ai dit, ça fabrique à la fois le comportement individuel, mais pire, ça fabrique le comportement collectif. Je ne dis pas pire, mais c'est important. Le comportement collectif, comment nous agissons dans nos sociétés, on le voit aujourd'hui avec des événements qui peuvent se passer, la solidarité qui s'organise, la relation qu'on peut avoir avec telle ou telle population d'élus. Donc un État a besoin d'une culture nationale, d'une identité culturelle, pour qu'elle fonctionne de manière rationnelle, mais en même temps universelle. Je lâche le mot parce que souvent on nous a proposé mondialisation et universalisme. L'universalisme, c'est une culture de la tolérance. La mondialisation, c'est l'uniformisation des pratiques et des comportements. Et ça, c'est dangereux. De l'autre côté, nous avons du communautarisme, c'est le repli national. Donc, si on n'agit pas de façon construite, avec tout un corpus qui se sédimente dans le temps, on peut avoir ces écueils, ces extrêmes. Soit l'uniformisation, on a une culture un peu uniforme, c'est une culture TikTok, ou on aura des cultures qui vont se replier sur une forme de tradition. Donc on voit que les enjeux sont très importants. C'est le logiciel de la pensée et de l'intelligence, et donc c'est très important pour qu'une nation fabrique, parce que ça y participe au vivre ensemble, c'est ce qui cimente la nation. Alors, bien sûr, tout ça doit se faire dans une ingénierie globale. Quand on développe une série télévisée où on va sublimer un récit national, où les enfants vont s'identifier, je ne sais pas, avec les Tota ou anyway, ben ça fabrique leur personnalité, ça fabrique leur manière de penser, leur manière d'agir à titre individuel, mais surtout à titre collectif. Alors pourquoi la femme? Femme artiste femme, je ne veux pas rester dans ce débat, parce que la femme se caractérise par sa profession. Moi je dirais, au-delà des étiquettes ou des clichés, c'est un point de débat. Et je suis volontairement précis sur cette notion d'artiste femme ou de femme artiste. Pourquoi? Parce que cette posture, telle qu'elle a été sa posture en tant que femme, on le voit, c'est des sociologues qui le disent, c'est des ethnologues, la femme va agir en contrepoids à une culture patriarcale qui s'est beaucoup développée. Et donc il faut forcer le trait, il faut forcer cette culture de l'artiste femme, parce que c'est l'étendard de la transformation sociétale, d'une société avec plus de sensibilité dans son comportement, dans son action, avec plus de valeurs, les valeurs de la famille, plus de tolérance, plus d'universalisme, plus de diversité vis-à-vis des minorités. Et tout ça, les femmes artistes savent sublimer beaucoup plus que les hommes.
Et c'est pas moi qui le dis, c'est le constat sociologique des pratiques culturelles, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la poésie, que ce soit dans l'art pictural. Le traitement de l'objet culturel, du message, il est souvent porteur à la fois d'intelligible et de sensible. Et ça, c'est une force. Et c'est une force qu'il faut développer, soutenir, encourager. Bien sûr, il ne faut pas encourager par de la discrimination positive. Je suis contre. Je suis contre. Parce que la discrimination positive, il faut la faire intelligemment, mais souvent, quand elle est faite sans approche éclairée, nous arrivons à tirer la qualité d'un œuvre. Parce qu'on est intéressé par une subvention, on est intéressé par un don, on est intéressé par la possibilité d'avoir une exposition. Et on dit pas parce que je suis une femme, j'ai le droit plus rapidement que. Et ça, dans le temps, ça tire la qualité d'un œuvre. Donc il faut d'autres mécanismes, il y en a, pour que le soutien et l'encouragement de la femme artiste à se développer, parce qu'elle a des freins et des contraintes qu'elle va subir au niveau social, au niveau économique, par une société patriarcale, il faut l'avouer. Donc, il faut être plus intelligent, sans tomber dans le travers que l'homme va critiquer en disant c'est la discrimination positive, c'est pas la subvention de la culture, mais c'est la culture de la subvention. On va aller chercher la subvention parce qu'il y a un intérêt à le faire. Donc voilà, ce contrepoids à une société patriarcale face à des enjeux très importants pour une nation sédimentée, qui a un récit national, qui a des comportements collectifs avec des valeurs. C'est ça pour moi les enjeux, et je pense qu'on peut revenir sur les moyens, les outils pour le faire. C'est ce qu'on va essayer de faire juste après l'initiative pour compléter les tableaux que tu as dressés, les initiatives aujourd'hui qui sont au niveau du Maroc et qui permettent la promotion de la femme artiste. Avant d'arriver aux initiatives, j'aimerais dresser une sorte de récapitulatif des problèmes que j'ai soulevés. Certains d'entre eux ont été soulevés par mes camarades, mais je préférais déjà vous les dire un à un, de manière à pouvoir vous dire par la suite quelles sont les solutions. Alors, tout d'abord, on a un problème de dévalorisation du métier de l'art, de la carrière d'art au sein des sociétés. Quand vous voyez les familles, et que quelqu'un a envie de faire de l'art, eh bien non, tu ne peux pas faire ça parce que l'art ne paye pas, etc. Quand on est une femme, c'est encore pire. Le deuxième point, c'est le point d'inculcation de l'art dès le plus jeune âge dont parlait M. Balenga. Et aujourd'hui, il n'existe pas. Dans les écoles, par exemple, on n'inculque pas l'art, on n'emmène pas les enfants voir les musées, on ne les emmène pas voir les expositions, les festivals, etc. Et après, on se demande pourquoi ils ignorent tout de ce monde-là. Il y a un problème aussi pour les artistes, c'est le problème pour leur formation. Le jour où ils décident de faire de l'art, il y a effectivement des écoles publiques, mais il y a aussi des écoles privées qui sont dans des domaines légèrement différents. Et parfois, ça demande du financement et ils n'ont pas forcément ce financement-là. Un autre problème inhérent aux artistes, il y a un problème d'autocritique, d'une absence d'autocritique et absence de recherche. C'est-à-dire que sortant de l'école ou autodidactes, ils se contentent de ce qu'on leur a appris ou de ce qu'ils savent, sans essayer d'avancer, de chercher, de trouver, de faire mieux pour proposer mieux. Il y a un problème des galeries, donc là je suis touchée de près en tant qu'artiste et en tant que galerie. Les galeries aujourd'hui, parce que ce sont des sociétés financières et qu'elles ont besoin de générer des sous, n'acceptent pas de recevoir tous les artistes pour les exposer, alors que leur raison d'être à la base c'était ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'être sûrs qu'à la fin du mois ils vont pouvoir payer leur retraite. Donc finalement ils acceptent des artistes déjà qui ont les sous, et une fois qu'ils ont les sous, il faut qu'ils soient sûrs de vendre leur toile. Donc finalement, qui est exposé au niveau des galeries? Eh ben, c'est les artistes qui sont déjà connus et qui ont des sous. Donc finalement, toute la jeunesse qui n'a pas de sous, qui n'a pas aucun moyen de se faire voir, de se faire connaître, autrement qu'en passant par ces galeries-là, eh ben, elle finit par tomber dans l'oubli. Donc ça a fait tomber un problème de plus.
il y a un problème d'individualisme au niveau des artistes, dans le sens où les artistes, au lieu de se joindre les uns aux autres et d'essayer de faire avancer ensemble leur situation, les différentes problématiques qui se posent à eux, eh ben, ils préfèrent rester chacun dans son coin et chacun tape sur sa tête et in fine on se retrouve avec des artistes qui ne s'adressent presque plus la parole quand il s'agit d'aller faire des événements. C'est toujours soit on est les copains de quelqu'un pour faire un événement, soit on ne les connaît pas et ben, on est forcément exclu dès la base. Il y a un problème aussi d'individualisme au niveau des galeries, donc c'est la même problématique. Chaque galerie réfléchit à son niveau, à comment faire pour améliorer, alors que si elle s'associait et essayait de trouver ensemble des solutions aux problèmes, elle pourrait avancer plus rapidement. Nous avons aussi au niveau des galeries des problèmes de prérogatives, de non-prérogatives de l'État à la base, parce que le jour où une galerie veut ouvrir et veut développer le domaine en accueillant des artistes, si elle ne demande pas de subvention de l'État, elle n'en a pas. Si elle ne demande pas un dégrèvement fiscal, elle n'en a pas. Il faudrait que ce soit quelque chose qui soit analogue un petit peu pour tout le monde, donc obtenir déjà des dégrèvements fiscaux sur un certain nombre d'années, pour pouvoir favoriser les événements, pour pouvoir favoriser l'ouverture aux artistes. Et il faudrait revoir la TVA au niveau des galeries qui est de 20% comme pour tous les autres, pour majorité de produits. Et aussi la taxe professionnelle qui est aussi très très chère, indépendamment de ce que peut gagner la galerie en termes d'emplacement dans les villes. Donc ça, ce sont des choses que j'ai personnellement vécues avec ma galerie et dont je vous fais part, parce que ça rentre quand même dans les points qui doivent être pris en considération le jour où on ouvre une galerie pour aider. Donc c'est pour une cause du pays. Enfin, on a le problème de l'abandon des femmes. On a souvent, ça ne touche pas exclusivement les femmes, mais ça touche surtout les femmes, parce que souvent c'est lié à un statut familial, ou alors parce qu'elles sont découragées d'essayer, et in fine de ne pas avoir de place. Et in fine, elles finissent par abandonner, de se dire, bon, soit je vais rester chez moi, soit je vais changer de métier, je vais faire autre chose. Voilà, donc ça c'est une des choses que j'ai particulièrement notées durant ma carrière. Donc de manière générale, ce que je reproche un petit peu à l'art au Maroc, c'est un problème de non-encadrement, un encadrement qui doit venir de là-haut, à la fois pour les galeries, pour les artistes, il faudrait faire des règles pour comment fonctionne ci, comment fonctionne ça, pour essayer d'optimiser et d'ouvrir les portes aux artistes, parce que le but, c'est de développer la culture dans le pays. Bien sûr. Alors, ce que je vois au niveau du ministère... Je suis sûr qu'ils nous écoutent, on est en direct. Je m'adresse au ministère, merci messieurs, mesdames d'exister. Vous allez, grâce à vous, on va pouvoir faire parvenir nos idées. Absolument. Alors, le ministère de l'Éducation nationale. Déjà, pour rebondir sur votre idée, il faut un programme qui intègre l'art dès le bas âge dans les écoles. Et c'est une communication qui doit intégrer non seulement les informations relatives à l'art, mais aussi la banalisation de l'art dans le sens religieux, c'est-à-dire qu'on doit apprendre aux gens à ne pas traduire une œuvre d'art sous forme de ahram, apahram. Une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art et elle est là pour sa beauté et pas pour autre chose. Enfin, pour transmettre des messages que c'est clair, mais on ne regarde pas ça c'est nu, ça c'est pas nu, ça on a le droit, ça on n'a pas le droit. Non, il faut sortir de ça. Et puis, il faut de l'équité, il faut enseigner l'équité homme-femme dans le monde de l'art aux enfants dès le bas âge. Il faut imposer des ateliers, comme j'en ai parlé tout à l'heure, des ateliers de pratique artistique, des chorales. Il faut des visites aux expos, aux musées, il faut des rencontres d'artistes, de professionnels. Il faut des voyages scolaires à dimension culturelle, artistique. Et ne jamais oublier les femmes là-dedans. Jamais, jamais, jamais. Elles doivent être associées à tout, sur tous les plans. Le ministère de la Culture, de son côté, doit, avec le ministère de l'Éducation, donc faire signer des contrats cadres entre les écoles et les galeries pour justement permettre aux enfants d'aller voir les galeries, que ce soit inséré dans les programmes et qu'ils y aillent de manière régulière.
Il faut qu'il propose des tarifs dégressifs pour les étudiants, pour qu'ils puissent accéder aux lieux où on expose de l'art. Genre le théâtre, genre le cinéma, genre les expositions, les fêtes. Il faut que les galeries publiques, quand elles exposent des œuvres de fabricants, mettent sur ces fabrications les noms des gens qui les ont créés. Donc quand il s'agit de femmes qui ont produit, c'est le nom de ces femmes-là qui doit être apparent et non pas le nom du vendeur ou le nom de la société qui est derrière. Il faut imposer aux galeries la fabrication, il faut imposer aux galeries un quota minimum jeunes talents au niveau de tout ce qu'elles proposent annuellement. Donc ça peut être décidé avec le ministère de la Culture que ça sera sur une base annuelle ou sur une base de chaque événement tout seul. Et on doit imposer le 50% hommes, 50% femmes pour les expositions. Enfin, il s'agit d'aider les artistes à participer aux expositions, que ce soit locales ou internationales, par des financements. Il faut aussi apprendre et commencer à poser les femmes dans le milieu artistique dans des postes stratégiques. Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit juste celle qui va présenter un programme ou celle qui va accueillir les clients, il faut qu'elle soit là et qu'elle dirige elle aussi de la même manière que les hommes. Pour le ministère de la Communication, il doit faire un grand effort au niveau de la société civile. Le premier, ça serait d'inculquer l'idée selon laquelle, quand on achète de l'art, on achète des heures de travail, on achète l'âme de l'artiste, on n'achète pas une œuvre pour ressembler au voisin ou une œuvre parce que le nom est connu. On achète parce qu'on a envie d'encourager, parce qu'on a envie de développer le domaine dans le monde de l'art et dans le pays. Il faut lui aussi doit inculquer, donc ça c'est le ministère de la Communication dans les différents réseaux, comme quoi l'art n'est pas grave, l'art ça fait partie de nous et ça doit absolument être développé. Il faut qu'il multiplie les émissions d'art et de culture au niveau télévisé, au niveau internet, sur tous les espaces. Et il faut que ces émissions-là passent à des horaires où on va les écouter. Donc il doit étudier les horaires d'écoute, les horaires de vision des émissions, et non pas laisser les émissions artistiques en fin de téléjournal, du dernier téléjournal de chaque soir, parce qu'à ce moment-là, tout le monde dort. Expliquer plus de choses. Enfin, au niveau du ministère du Tourisme, ce qu'on pourrait faire, c'est déposer au niveau des hôtels, toute l'hôtellerie du Maroc, des sortes de fascicules dans lesquels on mettrait tous les lieux culturels, toutes les galeries à voir, tous les événements qui pourraient se passer à un moment ou à un autre dans les villes, pour qu'au moment où ils arrivent, ils trouvent toujours un programme culturel déposé dans les sociétés, que ça leur donne envie de toujours revenir, toujours redécouvrir d'autres choses. Et donc ça, ce sont des moyens qui permettront au jour le jour d'avancer. Donc, acteur des politiques publiques et le marché. Moi j'ai peur que l'État, quand on lui donne beaucoup de prérogatives pour choisir entre un artiste ou un autre artiste, entre une production et une autre production, qui est... C'est pas lui de choisir. Je voulais m'assurer. Non. Je voulais juste m'assurer. Effectivement, le rôle de l'État doit être un État régulateur. Voilà. Il doit mettre en place les mécanismes institutionnels. Un petit exemple, une loi mécénat qui n'existe pas au Maroc. Aujourd'hui, vous voulez donner de l'argent pour soutenir une création, une production artistique, vous devez jongler entre le sponsoring et le mécénat. Donc là, tout ça, et ça participe à dire que le choix d'une production artistique, d'une création, le choix de financer une création, on va la privatiser. C'est-à-dire qu'on va donner au marché à choisir, lui, ce qu'il souhaite soutenir, ce qu'il ne souhaite pas soutenir. Souvent, j'entends qu'aux États-Unis, ils n'ont pas de ministère de la Culture et qu'il n'y a pas de budget pour soutenir la culture. C'est archi faux. Les États-Unis, ils ont le plus gros budget de la culture au monde par les lois mécénat. C'est-à-dire, ils délèguent au privé, ils lui disent, c'est à vous de choisir si vous voulez soutenir une équipe de hip-hop noir ou de latino, c'est le marché qui le fait, c'est le chef d'entreprise à travers l'impôt qu'il va déduire de sa déclaration, qui va donner à cette
compagnie ou à cet artiste, ça va permettre de financer de manière plus éclairée que pourrait le faire un fonctionnaire ou une commission qui doit se réunir pour dire on va choisir tel projet au détriment d'un autre. Je ne parle même pas du glissement totalitaire, on va financer des artistes qui peuvent avoir une posture qui soutienne l'État. Voilà, donc il faut, c'est pour ça que je dis, dans cette posture, l'État doit intervenir, mais doit intervenir en tant que régulateur, mais non en tant qu'acteur culturel. On a une responsabilité culturelle et sportive. Les deux, c'est important. Le sport, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est très important pour l'éducation des jeunes. Et donc, on devrait obliger les entreprises à avoir une politique culturelle et sportive, comme on l'a obligé à avoir une politique sociale et écologique. Pourquoi pas un musée des femmes? Un musée qui accueille que les œuvres des femmes. Ça existe, c'est pas sexiste, c'est pas féministe, ça existe. Ça met en valeur le rôle de la femme parce qu'elle traite les sujets avec une autre forme de sensibilité, une autre forme d'intelligence. Et ça, c'est important de le sublimer dans ce sens. Voilà. Et d'autres idées qu'on pourra tout à l'heure complètement débattre. Merci beaucoup. Tout à fait. On va les redire et les. Tout à fait essentiel. Bon, moi, je voudrais quand même dire que, mais ça regroupe un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure. J'ai toujours un peu peur de la discrimination positive, dans tous les sens. D'ailleurs, j'ai parlé avec le ministère de la question des jeunes et de ça, mais en même temps, c'est pas toujours la solution que d'imposer un quota, parce que dans l'application, ce quota lui-même devient une prison qui risque finalement d'en écarter certains et d'en privilégier d'autres d'une manière absolument arbitraire. Par contre, c'est vrai que être réellement proactif dans tout ce que vous avez dit tous les deux, et vous parliez par exemple tout à l'heure de l'enseignement de l'art, mais je dirais qu'il faut que ça soit toute la culture qui retrouve sa place. Pas que l'art lui-même, pas que le plastique. Il faut que... Oui, mais même au-delà des arts. Comment imaginer que des enfants ne touchent pas à la sociologie, à la philosophie, à l'histoire des œuvres? Tout ça, c'est très important. Le rôle de l'histoire aussi dans la réappropriation culturelle et la reconstruction d'une identité, le rôle de redécouvrir son histoire. Et redécouvrir son histoire, c'est aussi ne pas avoir honte de dire « je ne parle pas que d'art majeur, je parle aussi d'artisanat, je reparle de tradition ancestrale, de folklore. Tout ça mérite le respect, mérite d'être enseigné d'une manière belle et respectueuse qui redonne à cet enfant une véritable foi en ce qu'il est, parce que ça fait partie de son identité. Le positif crée ce qu'on appelle un effet d'aubaine. Un effet d'aubaine, c'est-à-dire quelque chose que vous devez payer 100, finalement on vous permet de la payer 20. Et c'était les politiques d'accès à l'opéra de Paris, plusieurs opéras. On dit les jeunes de la cité, ils vont payer 5 € au lieu de 100 €. Et l'État va mettre de l'argent pour que cette jeune puisse, chômeur, jeune, puisse accéder à l'opéra. Résultat des courses, la fréquentation de l'opéra de Paris ou des opéras qui ont été subventionnés n'a pas bougé sociologiquement. Ça veut dire que la péréquation qu'a mis en place l'État de dire la place, elle vaut 200 € en prix de sortie. C'est la vérité, c'est un chiffre vrai. 200 €. L'État, elle a dit, moi je vais mettre à l'Opéra de Paris 100 €, mais j'exige à l'Opéra de Paris de donner un quota aux jeunes pour payer que 5 €. Et à la fin, on s'est retrouvé que le médecin, le notaire, le bourgeois, qui vient du 16e, et qui va aller à l'opéra, et il devait payer 200 €, et là il l'aurait payé. Quand on analyse l'élasticité des prix, on se rend compte que à 200 € il est preneur. Ce qu'on appelle le willingness to pay, c'est-à-dire qu'il est prédisposé à payer 200 €. L'État va lui donner la possibilité de payer 100 €, il est content, mais le jeune de la cité, il n'est pas venu à l'opéra, donc il n'a pas bénéficié de cet avantage fiscal. Et donc,
j'ai envie de vous inviter tous à une conclusion avant d'ouvrir la salle, parce que je suis sûr qu'il y aura un débat très très intéressant et très riche avec la salle, mais aussi avec nos chers auditeurs qui nous écoutent. Je vais te laisser une petite minute pour me dire une ou deux idées avant d'accueillir les questions-réponses. Je ferai la même chose pour mon cher Elias et Simone. Là, j'ai parlé en fait des ministères et de ce qu'ils pouvaient apporter comme solution. Mais il ne s'agit pas uniquement d'eux, il faut déjà commencer par les artistes eux-mêmes. Ils doivent continuer à se battre contre les dictats sociétaux et religieux. Ils doivent faire plus de recherche, de créativité, ne pas hésiter à aller vers les galeries. Bien sûr, une fois que les galeries auront accepté, auront pris les mesures pour pouvoir s'ouvrir à tous, ne pas hésiter à aller vers la recherche de financement quand ils ont besoin d'aller à l'étranger, une fois que le ministère des Finances lui aussi aura accepté de leur pouvoir ce qu'il leur faut pour pouvoir participer à ces événements-là. Mais il y a plein de choses à faire. Et puis... Le pire, il y a pire que la censure, c'est l'autocensure. Je conclus sur ça et j'ouvre la salle et qu'on essaie de nous lire aussi les questions qui éventuellement sont arrivées de chez notre audience virtuelle que nous saluons et que nous remercions de cette magnifique salle et de cette magnifique audience. Point de vue qu'ils avons. Il y a une chose qui m'a manqué un petit peu dans vos interventions à vous trois, et on parle de la femme comme une femme n'a jamais existé et n'existe pas. Là, au Maroc, il y a un art féminin. Premièrement, tous nos tapis sont créés par des femmes. Nos bijoux sont des femmes. La maison, c'est la femme. Tout tourne autour de la femme. Toujours la femme, elle est là et elle est présente et on fait semblant de ne pas remarquer, de ne pas la regarder et de ne pas la mettre en avant. L'homme s'approprie le travail de la femme, tout simplement. L'homme prend le tapis de la femme, va le vendre au souk et après ça devient le travail de l'homme, pas le travail de la femme. Et ainsi de suite. J'ai pris juste l'exemple du tapis, on peut le multiplier par plusieurs choses. Il y a aussi un point sur lequel il faudrait peut-être appuyer pour faire évoluer l'art et la vision de la femme dans l'art. Au-delà du fait que la femme doit prendre confiance en elle-même et se considérer comme égale à l'homme et aller de l'avant et ne pas s'autocensurer, la femme doit se considérer comme une femme et ne jamais chercher d'être l'égale de l'homme. La femme a une vision particulière de l'art et elle doit l'exprimer, doit la manifester, doit la présenter comme étant une femme. Ne pas entrer en compétition avec l'homme pour être l'égal de l'homme dans le domaine de l'art. Un tableau féminin ne ressemblera jamais à un tableau masculin. Chacun a sa sensibilité, sa façon de voir et sa façon de transmettre l'art et l'amour. Éduquons nos enfants aussi à aimer l'art. C'est tout ce qu'on a envie de faire. Et pour avancer, et pour que la femme et l'homme soient les moteurs de la culture et les moteurs de l'évolution de l'art au Maroc. Voilà ce que je vais dire. Bonsoir, messieurs, dames, mesdames, messieurs. Merci pour la présentation. Moi, c'est une question que j'ai à vous poser. Le hasard a voulu que je ne naisse pas au Maroc, je ne grandisse pas au Maroc. Donc, je suis venu dans ce pays, qui est bien, par mes parents. Et je me suis rendu compte d'une chose. Sébastien a parlé effectivement du folklore. Je m'en suis rendu compte du nord au sud, de l'est à l'ouest. Comme a dit monsieur, la femme est omniprésente, que ce soit dans les bijoux, dans le henna, le henné, dans les vêtements, dans les danses, dans le mariage, etc. Elle est omniprésente. Je me suis rendu compte également d'une chose. J'étais parti dans la vallée, ce qu'on appelle la vallée heureuse, à Ibou-Guémet, et j'ai échangé avec des gens. Et en fait, je me suis rendu compte que la seule personne qui a couché sur écrit c'est Titouan Lamazou, dans un livre où il a expliqué le travail des femmes, la signification des tatouages qu'elles avaient, du mode de vie, des bijoux, etc., etc. Ma question est la suivante. On a une culture très riche, un folklore extrêmement riche. Est-ce que le problème ne réside pas sur le fait que tout est oral dans notre culture et rien n'est couché sur papier? Et quand je posais la question à mes parents, ils disaient non, on part dès la religion. Étant petit, mes parents me disaient non, on se transmet les choses oralement. Je me dis bon, ok. Et puis j'avais une discussion avec un imam un jour et qui me dit mais c'est faux. Je lui dis mais pourquoi? Il me dit mais le premier verset
du Coran, quand l'ange Gabriel dit au prophète Mohammed, lis, il dit Iqra, d'accord, il dit je ne sais pas lire, donc s'il lit, c'est que c'était bien posé sur quelque chose et que c'était bien écrit. Donc je pense qu'on part sur quelque chose de biaisé qui est la culture orale et que malheureusement on ne couche à rien sur papier. Et je pense, et c'est la question que je pose, n'est-ce pas le problème de base qu'on ne puisse pas justement s'asseoir sur ces comptines. En France, on a, quand on est petit, des bouquins de comptines, à la Clairefontaine, j'en passe des meilleurs. Et là, c'est très difficile de trouver des livres de contes et comptines, et comme vous l'avez dit, c'est les enfants qui vont aimer l'art après, mais encore eût-il fallu qu'ils puissent trouver des supports physiques pour se l'approprier. Donc, est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est effectivement le cas au Maroc? Là est ma question. On prend d'autres questions, puis après on réagit. Allez-y. Bonsoir. En fait, j'avais pas envie de poser réellement une questions, j'avais envie encore de vous écouter. Et encore. Vraiment, votre éloquence arrogante est à saluer, elle est particulièrement touchante quand vous parlez de femmes. Je voudrais peut-être compléter Google. La femme la plus exposée dans le Modern Museum de New York, c'est Malika El-Znay, dans le monde. C'est pour vous dire que c'est une Marocaine. Non, il l'a reconnue. Elle est dans les quatre. Elle est reconnue, mais j'ai dit là, j'ai pas dit je corrige, j'ai dit je complète. C'est la plus exposée et la plus souvent invitée. Pour ce qui concerne, il y a des petites choses que je voudrais cette fois-ci corriger concernant les quotas. Parce que nous, on s'est battu pendant 35 ans pour que les femmes arrivent au pouvoir. Et croyez-moi, quand j'ai présenté le livre, le premier livre à Sa Majesté Hassan II sur Femmes, pouvoir et société des enjeux de la démocratie en 98, on m'avait dit, mais attention, il y a déjà 2 femmes parlementaires, comme si 2 étaient donc finalement la limite de ce qu'on pouvait atteindre. Nous avons fait un long chemin, et c'est grâce au quota. Ceci dit, là où je vous donne entièrement raison, d'abord au niveau onusien, on a changé. On parle de mesures positives, on ne parle plus de discrimination positive. On a changé les termes. On parle aussi d'action corrective, de façon à... Puisque les femmes sont toujours à changer des mots pour la sensibilité de ces hommes, donc on est arrivé même au niveau donc, de notre combat et de notre lutte à aller dans ce sens-là. Mais vous avez raison de dire que les femmes doivent être dans plus d'audace, qu'elles osent, parce qu'elles n'y arriveront pas donc, que par des quotas ou par des mesures discriminatives ou discriminatoires ou autres, peu importe l'appellation qu'on leur donne. Mais c'est vrai. Sauf que tout est question aussi d'approche entre les hommes et les femmes. Et je suis ravie qu'il y ait autant dans ce cénacle aujourd'hui qui nous réunit, autant d'oreilles sensibles et de voix sensibles à la question, parce que c'est très important. Sur la question du marché de l'art, Monia, je ne sais pas si elle se rappellera, mais elle n'était pas toujours là, elle n'était pas encore là. C'était en 1985 à l'ISCAD. On avait organisé tout un séminaire sur le marché de l'art. On s'est trouvé devant une grande difficulté, et c'est là où je lance mon appel, devant la formation des experts capables d'évaluer une œuvre d'art. Il n'y avait qu'un seul à l'époque qu'on avait trouvé, c'était Razeli, et qui était plus dans tout ce qui est dans les antiquités. Et dernier appel, alors, quand on parle de formation, former les jeunes, mais former aussi au niveau de l'expertise. Dernier appel, et c'est tout aussi pour moi important, c'est le patrimoine. Quand on parle des arts civilisationnels, effectivement, quand vous voyez, vous passez à Casablanca, vous voyez un hôtel qui tombe en ruine alors qu'il a vu des signatures incroyables donc de chefs d'État. Qu'est-ce qu'on fait pour sauvegarder notre patrimoine? Et je suis d'accord avec aussi Bélia. On ne peut pas demander à l'État de tout faire. De toute façon, le budget le plus minable du gouvernement marocain, même actuel, c'est celui de la culture. Ne cherchez pas plus loin. Par contre, depuis l'Antiquité, et depuis même, si on parle de Renaissance tout simplement, la Renaissance ne s'est faite que parce qu'il y a eu une très belle
expérience, la première de l'humanité, qui s'appelle le mécénat. Et si aux États-Unis les fondations y réussissent, il n'y a pas de raison qu'on n'y réussisse pas, puisque la BMCI y réussit. Merci beaucoup. Moi, et puis, je m'occupe, et j'essaie de l'autre côté, mais c'est que les jeunes, je parle des hommes et des femmes, aujourd'hui, au niveau de l'art, il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, avec ce qui se passe au niveau de l'Internet, au niveau donc des réseaux sociaux, quand on voit les jeunes qui touchent à tout, qui sont informés, mal informés parce qu'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de formation, mais ces jeunes-là, ils vivent à leur façon. Il faudrait que l'image que nous avons sur l'art, sur la peinture, sur les changements qui interviennent au niveau mondial, en tant qu'adultes, nous avons besoin de nous approcher des jeunes, de comprendre ce mouvement, ce changement, et ce changement rapide. Et je ne suis pas sûr que c'est bien compris, parce que chaque jour, il y a des changements, et ça, c'est un problème, bien sûr. Les femmes, c'est un problème qui est au-delà de l'art, le problème de la femme, des relations entre l'homme et la femme. C'est une situation qui est complexe, qui est compliquée, qui au Maroc n'a pas évolué. Il y a une constitution, mais la constitution n'est pas appliquée, on le voit. Mais il y a un statu quo, et ce statu quo, on y va, donc on vit avec. Et c'est là où je trouve que la présence, on a besoin d'écouter davantage. Il y a les propositions, moi je ne crois pas du tout les problèmes des quotas, et puis là, tout ce qui se fait au niveau des gouvernements de demander au ministère de la Culture, et puis on le sait très bien, la culture elle a très peu de moyens, et puis ils n'ont pas d'expertise. En dehors des moyens, il n'y a pas d'expertise. Et c'est là où c'est la participation, c'est tout le monde qui doit être vraiment intéressé et s'occuper des jeunes aussi bien les hommes et les femmes, mais les femmes, le plus important, c'est de leur permettre d'être elles-mêmes. Intervention. Alors, ça fait quelque temps qu'avec Mélie, on est dans le domaine, on apprend. On n'a pas autant d'expérience que Ilyes ou Mounia ou encore Nabil. Donc, il y a quelques petites choses qui me sautent aux yeux, on va dire, depuis. Donc, tout à l'heure, quand Ilyes a parlé de 4 ans, a parlé art et on sort, il n'y a pas d'art. Je voulais ajouter que des échanges qu'on a avec les jeunes artistes qui me sautent aux yeux aussi, c'est un manque d'accompagnement managérial ou d'outils pour professionnaliser le métier. Donc c'est des jeunes, ils sont depuis 4 ans en école de beaux-arts, mais ils sortent, ils n'ont même pas un statut d'auto-entrepreneur, ils ne savent même pas comment ça fonctionne, par exemple. Autre chose, je pense que tout à l'heure tu voulais parler des NFT, je pense, et par exemple on a des jeunes artistes qui sont approchés par le musée de Dubaï pour avoir des œuvres digitalisées, etc. Ils n'y comprennent absolument rien. Et peut-être, oui ou peut-être non, ils sont peut-être en train de rater des opportunités. Voilà, pas ou pas, je n'en sais rien, à voir. En tout cas, la seule chose que je voulais dire, et aussi vous avez tous parlé, oui, mais juste vous avez tous parlé d'un effort collectif, et je voulais parler parce que je fais partie aussi, je suis entourée de beaucoup d'associations féminines, et je voulais juste donner, les associations féminines sont actives au Maroc depuis beaucoup plus de temps, et je voulais donner l'exemple de Réseau FEM qui s'est créé, donc ils auront leur première manifestation le 26 mars à Rabat, et je voudrais faire un appel à toutes ces personnes brillantes aujourd'hui, pleines de bonne volonté, c'est de lancer par exemple un réseau art pour le Maroc et d'essayer de faire des choses ensemble et plus souvent. C'est important, il faut dans vos modèles économiques avoir les deux. Sur la discrimination positive, c'est pas uniquement propre au Maroc, c'est partout dans le monde entier. Au métropolitain de New York, 5% des œuvres de l'art moderne sont féminines. 5%. C'est horrible. 85% des nus
des œuvres qui représentent un nu sans féminine. Vous voyez les deux asymétries qui sont choquantes. Donc il faut effectivement donner aux artistes la culture qui permette de les émanciper par rapport à cette structure patriarcale. Si ça doit passer par un moment d'encouragement, d'incitation, de quota, pourquoi pas, mais il faut que ça soit fait de manière intelligente, parce que sinon on va avoir une course à la subvention, et ça c'est jamais bon pour l'art. C'est peut-être bon pour des mandats d'administrateurs, mais pour l'art, on est dans la création. Et la création, la pire des choses, c'est de créer pour l'argent. Il faut créer pour créer, créer par la passion. Donc si on donne de l'argent, bah, l'artiste va commencer à créer ce que son commanditaire veut. Aujourd'hui, pourquoi à la télévision, nous n'avons pas... Pour la défense des organisatrices, que ces deux conférences étaient tout à fait équilibrées. Sauf qu'il y a eu quelqu'un qui a changé de rôle et qui a déséquilibré. Donc il y avait 3 femmes et un homme à la première conférence, et là il y a 3 hommes et une femme à celle-ci, mais la moyenne. Bravo les organisatrices. En fait, c'est équilibré. On va dire même c'est déséquilibré dans le bon sens parce que les deux conférences étaient pour la cause féminine. Et je pense que nous sommes aujourd'hui de plus en plus sincères et convaincus que la femme n'a pas besoin de devenir masculinisée pour qu'elle puisse trouver sa place. La femme est plus forte. Il n'y a pas un seul homme qui ne porte pas sa part de féminin. Exactement. Et la femme, elle est forte parce que c'est une femme. C'est parce qu'elle fait son chemin. Mais nous, les hommes, nous devons juste investir un peu plus de confiance, notamment autour de nous, pour nos femmes et nos filles. C'est excellent. Et aussi, nos mamans, nous, mères, nous devons faire la même chose aussi. C'est consentir un peu plus de confiance à nous. Voilà, merci beaucoup. Excellente soirée. Thank you.